Bonjour. L'écologie, notamment politique, est très souvent critiquée. On parle d'écologie punitive, régressive, radicale, déconnectée, idéologique, d'écologie de bobo et j'en passe. Mais il y a une forme d'écologie dont on parle peu et qui est pourtant bien plus inquiétante. L'écologie expiatoire. Ça fait plus de 2 ans que je tente de formaliser ce concept d'écologie expiatoire dont je n'ai jusqu'à présent jamais entendu parler. Alors soit je suis mal informé, soit j'ai inventé quelque chose de nouveau. Ou alors je ne fais que reformuler un truc qui existe déjà. C'est vous qui me direz. Alors je me lance. Ce que j'appelle écologie expiatoire, c'est une conception très inquiétante de l'écologie, à la fois très moralisatrice, sacrificielle, religieuse, même mystique, régressive et surtout fondamentalement anti-humaniste. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant toute chose, sachez que, si je ne me définis pas comme un écologiste au sens politique du terme, je considère que le respect du vivant, de la biodiversité, la santé humaine, animale et végétale, que la lutte contre toute forme de pollution et contre le réchauffement climatique sont des priorités absolues et que l'avenir de l'humanité en dépend. En ce sens, je suis écolo. Je suis même partisan de l'écologie punitive, même si ce n'est pas très populaire de le dire. Parce que si nous voulons changer les comportements, les modes de production et de consommation, alors il faut s'en donner les moyens. En tant qu'élu local, par exemple, j'ai voté pour les ZFE, je suis pour la taxe carbone, pour les éoliennes. En tant que citoyen, je ne suis pas parfait, mais franchement, je fais des efforts. Bref, je suis pour la transition écologique. De même, je condamne fermement les propos de Bruno Retailleau et sa volonté d'instaurer un moratoire sur les énergies renouvelables. C'est tout simplement irresponsable. Mais contrairement à certains écolos, je suis très pragmatique et nuancé. Je suis par exemple très favorable au nucléaire, pas hostile à tous les pesticides et autres intrants s'ils ont démontré leur innocuité. Je ne suis pas hostile aux bassins de rétention selon la nature des sols où ils sont implantés et leur mode de recharge. Mais venons-en au fait. C'est quoi l'écologie expiatoire ? L'écologie expiatoire, c'est considérer qu'il y a un être suprême doté d'une conscience, la nature. C'est considérer que l'homme est consubstantiellement une espèce nuisible qui, par le simple fait d'exister, porte atteinte à cette nature. C'est considérer que l'homme est condamné à expier éternellement un péché originel et attentatoire à la nature. Ce péché originel, c'est celui d'exister, carrément. Parce que l'homme, en mangeant, en respirant, en améliorant son cadre de vie, en consommant, porte atteinte à la nature. Mais c'est quoi la nature ? Elle n'a pas de conscience, la nature. Elle n'a pas de personnalité. Elle n'éprouve rien. Elle se contente d'être. C'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Celles et ceux qui mythifient cette nature lui confèrent une dimension qu'elle n'a pas. Elle devient une personne que l'on vénère, un culte. C'est Gaïa. C'est l'être suprême. C'est une sorte d'anthropomorphisme poussé à son paroxysme. Attention, que l'on soit bien clair, je suis pour que l'on respecte la nature parce qu'elle est essentielle à l'homme et qu'un environnement dégradé conduit à sa perte. Mais si je souhaite protéger la nature, c'est avant tout dans une perspective humaniste. La nature en elle-même, finalement, je sais c'est un peu provocateur de le dire, mais je m'en fiche. La nature, elle existera toujours, même si l'homme est rayé de la carte. Pour moi, c'est l'humanité qui compte avant tout, pas la nature. Je place l'humain au-dessus de la nature. En ce sens, je ne me reconnais pas dans la deep ecology théorisée par le philosophe norvégien Arne Naess. Pour lui, la nature a une valeur intrinsèque, indépendante de son utilité pour les humains. Elle n'est pas anthropocentrée, mais centrée sur le vivant, dans son ensemble. Elle est donc biocentrée ou écocentrée. Et les conséquences de cette philosophie sont assez graves. Pas le temps de les détailler ici, mais c'est extrêmement régressif et c'est un courant de pensée qui continue à inspirer les mouvements écologistes les plus radicaux comme Extinction Rebellion par exemple. Tous les écolos ne sont pas partisans de cette deep ecology qui peut aller jusqu'à l'écologie expiatoire. Heureusement, la grande majorité des écolos sont des humanistes. Ils se battent pour le vivant et avant tout pour l'humain. Et merci à eux, ils jouent un rôle essentiel dans cette prise de conscience et heureusement qu'ils sont là pour mener le combat. Et je suis sincère en le disant.
Mais vous avez une minorité écologiste qui s'inscrit dans cette approche expiatoire de l'écologie. Et le risque, c'est que leurs pensées ne finissent par profondément influencer les autres écologistes et le reste de la société. D'ailleurs, c'est souvent eux que l'on entend dans les médias, parce qu'il faut bien l'avouer, leurs positions extrémistes sont très vendeuses du point de vue médiatique. L'autre risque, c'est que selon ces adeptes de l'écologie expiatoire, on n'en fera jamais assez. Quels que soient nos progrès, quels que soient nos efforts, ce ne sera jamais suffisant. Parce que tant que l'humain existera, il faudra l'emmerder et le punir d'exister. Et là, on rentre dans le délire de certains écolos qui veulent tout interdire. La croissance, l'avion, la voiture, les routes et même certaines nouvelles lignes de train, les piscines, les pavillons, les bassins de rétention, les climatiseurs, la viande rouge, la mode, la pub, le Nutella, les sapins de Noël, les mines, l'élevage et même les trails dans les montagnes. Que sais-je encore? Bref, le monde selon Sandrine Rousseau. Les boules. Parce que cette longue liste de trucs à interdire, franchement, est-ce que c'est le vrai problème? Ben non. Ce sont des objets symboliques, des totems, des points de focalisation. Et pendant que l'on se focalise sur ces trucs dont l'impact environnemental est franchement assez marginal, on ne voit pas l'éléphant dans la pièce, à savoir les transports, l'agriculture, l'isolation des bâtiments ou la décarbonation de l'appareil productif. Alors pourquoi emmerder les gens sur des totems et des symboles alors qu'il y a tant d'autres choses à faire qui sont 1000 fois plus efficaces? Alors c'est vrai, en matière d'écologie, tout geste compte. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais attention à ne pas atteindre le seuil de rupture qui risque de dégoûter les gens et de les détourner du combat écologiste. C'est quoi le plus important? Expier ses péchés et battre sa coulpe ou atteindre des objectifs? Emmerdons les gens sur le Nutella quand on aura réglé des choses beaucoup plus graves. Enfin, moi je trouve. Après, il faut faire des trucs, hein, qu'on soit clair. Et moi, tous les petits gestes, je les fais. Mais le risque, c'est de dégoûter les simples citoyens, de les mener au désespoir parce que quoi qu'ils fassent, ça n'ira pas. Ce sera jamais assez. Et là, on risque le décrochage, le à quoi bon ou le vous me faites chier. Et ce serait vraiment contre-productif parce que nous avons au contraire besoin de mobiliser les politiques et les citoyens autour de l'écologie qui doit être une grande cause partagée et surtout une belle aventure collective pleine d'espoir et de progrès social. Je vais vous donner un exemple des dérives auxquelles peut mener l'écologie expiatoire. Imaginez que vous êtes chef du gouvernement et que vous avez une enveloppe de 10 milliards d'euros à dépenser pour réduire l'impact carbone de la France. 10 milliards. On le sait, si vous investissez ces 10 milliards d'euros dans la décarbonation des 40 sites industriels les plus émetteurs de CO2, les hauts fourneaux de Dunkerque et de Fos-sur-Mer, la raffinerie de Donge, diverses cimenteries, alors vous aurez un impact énorme. C'est là que votre dépense de ces 10 milliards sera la plus efficace et la plus efficiente pour réduire les émissions de CO2. On peut même aller plus loin. Si vous voulez que ces 10 milliards d'euros investis soient encore plus efficaces en matière de décarbonation, ce n'est pas en France qu'il faut les investir. C'est en Inde pour remplacer les centrales à charbon ou dans les campagnes cambodgiennes pour que les paysans n'utilisent plus des fours artisanaux à bois qui polluent énormément et génèrent de la déforestation. Mais non, parce que pour certains, cela ne va pas et ça n'ira jamais. Parce que oui, c'est efficace et efficient en termes de diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais cela ne vient pas suffisamment impacter nos comportements individuels. Oui, l'objectif est atteint, mais l'humain n'est pas puni. Quelque part, cela pourrait même être perçu comme une incitation à ne pas modifier nos comportements et donc à continuer à polluer. Et pourtant, l'objectif serait atteint. C'est paradoxal, non? Mais on préfère nous emmerder sur les barbecues. Merci Sandrine Rousseau. C'est pas évident comme sujet parce que oui, nous devons impérativement modifier nos comportements et transformer radicalement nos systèmes de production, de déplacement, de logement, de consommation, d'échange, d'alimentation, d'élevage. Et pour y parvenir, il faut embarquer les gens. Et pour les embarquer, il faut les impliquer. Mais attention, les impliquer, ce n'est pas les dégoûter ou les désespérer. Si c'est l'écologie expiatoire qui triomphe, fini le progrès, fini l'innovation, fini l'humanisme. C'est la grande régression et le désenchantement généralisé. Et là, je ne suis pas sûr que l'écologie ait progressé.
Si vous êtes une entreprise ou un élu et que vous êtes attaqué par ces partisans de l'écologie expiatoire, cela ne sert à rien de vous défendre et de vous justifier. Vous n'en ferez jamais assez. Au contraire, soyez offensif et renversez le stigmate. Faites de la triangulation. Plutôt que de vous justifier, revendiquez votre contribution à l'intérêt général et votre impact positif, non seulement sur l'humain, mais également sur la nature. Soyez pas timide et assumez le conflit si nécessaire, tout en restant respectueux, bien évidemment. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ce n'est pas facile comme sujet. Mais retenez plusieurs choses. 1. L'écologie et la transition écologique, ce n'est pas une mode ou une lubie. C'est une nécessité absolue dont l'avenir de l'humanité dépend. 2. L'écologie expiatoire, c'est croire que la nature est une sorte d'être suprême doté d'une conscience et que l'humain est une espèce nuisible qui lui porte atteinte du fait même d'exister. 3. L'écologie expiatoire, c'est une vision moralisatrice, sacrificielle, religieuse et régressive de l'écologie. Une vision fondamentalement anti-humaniste qui se préoccupe davantage de la nature que de l'humain. 4. Pour les partisans de l'écologie expiatoire, on n'en fera jamais assez. Alors à quoi bon? 5. Tous les écolos ne sont heureusement pas dans ce délire, mais tout risque n'est pas écarté. 6. Sans être un adepte du technosolutionnisme, il faut avoir foi dans le progrès et dans l'innovation. Enfin, 7. Il faut surtout réenchanter l'écologie et instaurer un narratif qui soit à la fois positif et mobilisateur. Parce que si nous n'arrivons pas à mobiliser les gens, à les embarquer, alors c'est foutu. Bref, l'enjeu, ce n'est pas de punir l'humanité, c'est de la sauver. On y croit et vive l'écologie. Merci et à bientôt. Ciao.